Mesdames et Messieurs les juges de France, c'est à vous que mon propos s'adresse. À vous tous qui nous entourez, ainsi qu'à ceux qui n'ont pu se joindre à nous. À vous aussi qui avez aidé à sauver des Juifs sans chercher à obtenir cette reconnaissance. Au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au nom de tous ceux qui vous doivent la vie, je viens ce soir vers vous pour vous exprimer notre respect, notre affection, notre gratitude. On ne saura jamais exactement combien vous êtes. Certains sont morts sans juger utile de se prévaloir de ce qu'ils avaient fait. D'autres ont cru être oubliés de ceux qu'ils avaient sauvés. D'autres, enfin, ont même refusé d'être honorés, considérant qu'ils n'avaient fait que leur devoir de Français, de chrétiens, de citoyens, d'hommes et de femmes envers ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs. Certains Français se plaisent à flétrir le passé de notre pays. Je n'ai jamais été de cela. J'ai toujours dit, et je le répète ce soir solennellement, qu'il y a eu la France de Vichy, responsable de la déportation de 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, mais qu'il y a eu aussi tous les hommes, toutes les femmes, grâce auxquels les 3/4 des juifs de notre pays ont échappé à la traque. Pour nous, qui demeurons hantés par le souvenir de nos proches, disparus en fumée, demeurés sans sépulture, pour tous ceux qui veulent un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, débarrassés du poison de l'antisémitisme, du racisme et de la haine, ces murs résonneront désormais et à jamais de l'écho de vos voix, vous les juges de France, qui nous donnez des raisons d'espérer. Merci.
Dans le parcours exemplaire de Simone Veil, dans les chapitres qui égrenèrent sa vie, il y a son élection à l'Académie française, le 20 novembre 2008. C'est l'écrivain Jean d'Ormesson qui l'accueille et qui retrace, avec passion et affection, sa vie, son parcours, ses engagements et ses combats. C'était le 18 mars 2010, c'était Jean d'Ormesson, c'était Simone Veil. Est déjà trop long, que j'ai eu la chance et le bonheur de passer avec vous, je m'interroge sur les sentiments que vous portent les Français. Vous avez été abreuvé d'insultes par une minorité et une large majorité, vous, une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenu. La première réponse à la question posée par une popularité si constante et si exceptionnelle est liée à votre attitude face au malheur. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Beaucoup en France et au-delà voudraient vous avoir, selon leur âge, pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Aussi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeur. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Oui, nous vous aimons, Madame. Cette belle conclusion amoureuse de Jean d'Ormesson, que je me permets de reprendre avec beaucoup moins de talent que lui, résume à elle seule la proximité que vous aviez avec les Français, l'affection et le respect que les Français avaient pour vous. Il m'incombe de retracer le parcours de votre vie, la vie de Simone Veil. Alors c'est à vous, Madame, que je vais m'adresser. Simone Jacob, c'est à Nice que vous voyez le jour, le 13 juillet 1927. Vous êtes issue d'une famille juive qui prend ses origines en Lorraine. Votre père, André Jacob, ancien prisonnier de guerre de 14-18, est architecte. Il obtiendra d'ailleurs, en 1919, le second Grand Prix de Rome, qui récompense les meilleurs étudiants en art et en architecture. Votre mère, Yvonne, fille d'un fourreur de la capitale, avait étudié la chimie à Paris. Ils auront 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et c'est dans une famille très aimante que vous allez grandir, et vous serez jusqu'à la fin toujours très proche de votre mère. En 1937, vous entrez au lycée de jeunes filles, où vous y ferez vos études secondaires jusqu'au baccalauréat. Le 30 mars 1944, vous êtes arrêté et détenu par la Gestapo à l'hôtel Excelsior à Nice. Vous serez bientôt rejointe par votre mère, vos sœurs et votre frère. Le 13 avril 1944, vous, votre sœur Milou et votre mère serez déportés dans le convoi numéro 71 depuis le camp de Drancy. Vous arrivez à Auschwitz-Birkenau le 15 avril 1944. Dans ce convoi numéro 71, qui vient de vous déposer dans l'horreur des camps et qui part vers l'Est, se trouvent également 34 des 44 enfants d'Isieux. Aucun ne reviendra. À votre arrivée à Auschwitz-Birkenau, il vous sera tatoué le numéro 78 651 sur votre bras gauche. Vous ferez face aux humiliations des nazis, à la faim, à la promiscuité et à la peur du lendemain. Vous direz de cette période
À Auschwitz, le plus difficile était de conserver sa dignité. Transférés tous les trois à Bergen-Belsen, c'est là, quelques semaines avant la libération, que votre mère, Yvonne, meurt du typhus. André, votre père, et Jean, votre frère, ne reviendront pas. Au lendemain de la libération, vous rentrez en France. Reçu au baccalauréat, vous vous inscrivez à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous allez y rencontrer un jeune étudiant, Antoine Veil, que vous épouserez le 26 octobre 1946 et qui sera, toute votre vie, votre principal soutien. De cette union naîtra 3 fils, Jean, Claude Nicolas et Pierre-François. En 1956, vous passez avec succès le concours de la magistrature et devenez haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire, au ministère de la Justice. Vous deviendrez quelque temps plus tard secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. En 1974, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, c'est là que les Français vous découvrent. Vous êtes nommé ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, et non des moindres. Vous défendez alors avec courage, détermination et conviction devant l'Assemblée nationale la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Vous donnez aux femmes ce jour-là à la fois la maîtrise de leur corps et permettez à la France une avancée sociétale. En 1979, vous conduisez la liste de l'Union pour la démocratie française, l'UDF, pour les élections européennes, qui sont les premières au suffrage universel. Élu député au Parlement européen, vous en devenez la présidente le 17 juillet 1979. En mars 1993, au lendemain des élections législatives, vous êtes nommé ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Sur nomination du président du Sénat, René Monory, vous devenez membre du Conseil constitutionnel en mars 1998. Vous voilà sage. En 2002, votre fils Claude Nicolas meurt. Il n'est pas dans l'ordre des choses de voir partir ses enfants avant soi. Vous direz alors, j'ai commencé ma vie dans l'horreur, je la termine dans le désespoir. Vous vous retirez progressivement de la vie publique. Cependant, de 2001 à 2007, vous êtes président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vos racines, madame. Puis vous en deviendrez présidente d'honneur. Votre personnalité vous place femme préférée des Français. Vous qui étiez déjà une référence morale et humaniste, vous voilà désormais immortelle, madame. Vous êtes élue à l'Académie française le 20 novembre 2008 au 13e fauteuil, celui de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, qui fut aussi celui du dramaturge Jean Racine. Comme un signe du destin, il est l'auteur préféré de votre père. Vous êtes reçu officiellement à l'Académie française le 18 mars 2010. Tout le monde littéraire, politique et intellectuel se retrouve sous la coupole de l'Académie. Votre nombreuse famille vous entoure et vous aime. L'écrivain Jean d'Ormesson, dans son discours d'accueil, saura trouver les mots. Il résumera ce que pensent simplement et modestement vos compatriotes et conclura par ce vibrant « Nous vous aimons, madame ». Votre arrivée à l'Académie sera symbolique. C'est d'ailleurs aux vôtres, disparus dans les camps, qu'iront vos pensées ce jour-là. Votre épée d'académicienne résumera votre vie, madame. Vos combats, vos engagements, votre histoire. On y retrouve une branche d'olivier, symbole de paix, le visage d'une femme, symbole de votre engagement pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Sur la lame, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et celle de l'Union européenne, unie dans la diversité. Et puis ce numéro, 78 651, souvenir indélébile et douloureux de votre déportation. 2013
sera une nouvelle fois pour vous, madame, une année de deuil. Vous perdez votre sœur et votre mari Antoine, celui qui partagea tant de bons et tant de mauvais souvenirs. À quelques jours de vos 90 ans, le 30 juin 2017, vous vous éteignez, sans bruit, discrètement. Et comme à votre habitude, avec l'humilité qui fut la vôtre, votre mort, madame, déclenchera, en France et dans le monde, une large vague d'émotions. Les Français sont tristes de vous perdre. Par vos combats, vos engagements, ceux que vous représentiez, vous aviez l'affection et le respect des Français. En évoquant votre nom et votre souvenir, madame, il n'est d'ailleurs pas rare, et c'est plutôt rassurant, qu'ils suscitent l'un et l'autre de l'émotion. Un hommage national vous sera rendu le 5 juillet 2017 dans la Cour des Invalides, la République honorant ainsi celle qui aura mené le combat de la mémoire, des droits de l'homme et de l'émancipation de la femme. Le 1er juillet 2018, un an après votre mort, sur décision du président de la République, Emmanuel Macron, vous entrez avec Antoine, votre mari, au Panthéon, ce temple de la République qui abrite tant de nos grands hommes et tant de nos grands républicains. Voilà, madame, ce que fut votre vie, sommairement ici récitée. Elle ne se résume pas à 3 pages de texte, bien sûr. Elle est ancrée dans notre mémoire collective. Elle est bien plus profonde. Que vous dire, madame? Un simple merci semblerait désuet au regard de vos souffrances, de votre parcours et de vos engagements. Mesdames et messieurs, si vous passez dans ce square des grands principes républicains, arrêtez-vous et écoutez. Vous y entendrez le bruit du vent, le bruit de l'eau et le claquement des drapeaux au vent. Vous y goûterez le charme et le calme du lieu, propice à la réflexion. En parcourant ces portraits et ces parcours de vie, une réflexion s'imposera peut-être à vous. C'est quand même pas mal, la République. Et lorsque vous passerez devant le portrait de Simone Veil, en regardant son histoire, ce qui fut sa vie et ce qu'elle a traversé, la réflexion s'imposera d'elle-même. Il avait bien raison, Jean d'Ormesson. Oui, c'est vrai, nous vous aimons, madame. Je vous remercie. Elle était difficile. Intervention de M. Xavier Dany, maire d'Arès. Monsieur le sous-préfet Ronan Lehoustic, Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, Monsieur le sénateur Alain Casabonne, cher Alain, Madame la conseillère régionale, maire d'Audange, Nathalie Leyondre, chère Nathalie, Monsieur le conseiller départemental, maire de Lège-Cap-Ferré, Philippe de Conneville, cher Philippe, Madame la conseillère départementale, maire d'Utèche, Karine Desmoulins, chère Karine, Madame la conseillère départementale adjoint au maire de Mérignac, Marie Récalde, chère Marie, Mesdames et Messieurs les élus municipaux des communes du bassin d'Arcachon, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, mes chers collègues, Monsieur le conseiller municipal de Bordeaux, cher Guillaume Chaban-Delmas, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, Madame la proviseure, Mesdames et Messieurs les enseignants, et chers élèves du lycée Simone Veil, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents des associations patriotiques et des ordres nationaux, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, de la police municipale, de la SM et de la réserve communale, chères Arésiennes, chers Arésiens, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités.
Sa présence dans ce square des grands principes républicains était une évidence. Le dévoilement de son portrait était attendu. Simone Veil. Un nom qui représente tellement pour les Français. Un nom qui représente tellement pour chacune et chacun d'entre nous. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être ici aujourd'hui et d'être le parrain du portrait de celle qui reste une référence morale et humaniste. La vie de Simone Veil, c'est une ville de combat et d'engagement. De l'enfer de la déportation à la magistrature, du Parlement européen à la défense des lois autorisant l'interruption volontaire de grossesse, du devoir de transmission de la mémoire de la Shoah au Conseil constitutionnel, de la défense de l'homme et de la cause de la femme à la coupole de l'Académie française. Elle aura été une des belles représentations de notre République. Pourquoi Simone Veil est-elle si populaire? Parce qu'elle est restée elle-même, malgré les souffrances et les épreuves qui jalonnèrent sa vie. Parce qu'elle parlait le même langage que ces femmes pour qui elle lutta. Et son combat pour l'interruption volontaire de grossesse, elle qui avait compris que cette loi allait accompagner l'évolution de la société et que le corps des femmes leur appartenait. Parce qu'elle savait que l'Europe était une grande chance pour la paix et la démocratie, que l'idéal européen, c'était l'avenir des peuples, que l'Allemagne de demain n'était pas responsable de l'Allemagne d'hier. Et pourtant, cette idée jusqu'à la présidence, jusqu'à la présidence du Parlement européen, elle savait, elle, l'ancienne déportée, ce que voulait dire le mot fraternité entre les hommes. Parce qu'elle connaissait l'indispensable devoir de transmettre, d'éduquer la jeunesse, pour ne pas oublier, pour rappeler surtout que l'antisémitisme est toujours présent. Et puis simplement, parce que Simone Veil aimait la vie, qu'elle connaissait le sens, la valeur et le prix. Il faut aimer la vie lorsqu'on a souffert dans les camps de froid, de faim, de ce sentiment d'impuissance face à l'horreur. Il faut aimer la vie lorsqu'on a à défendre l'un des textes de loi qui fera le plus avancer les droits des femmes. Il faut aimer la vie lorsqu'on perd un enfant, comme ce fut le cas pour Simone Veil, qui perdit l'un de ses fils. Il faut aimer la vie pour retourner plus de 60 ans après à Auschwitz pour se souvenir. Il faut aimer la vie lorsqu'on a perdu son père, sa mère et son frère dans les camps de concentration, simplement parce qu'ils étaient juifs. Il faut aimer la vie, sinon rien n'est possible. Il fallait tenir et avancer. Simone Veil a tenu et est devenue une référence. Je veux saluer particulièrement la présence de Madame la proviseure, des enseignants et des élèves du lycée Simone Veil d'Andernos. C'est à vous de transmettre le parcours, les luttes et les combats et les engagements de cette femme d'exception. Merci, Madame Simone Veil. Un mot, Monsieur le Premier ministre, sur la ville d'Arès qui vous accueille aujourd'hui. Nous cultivons ici l'authenticité. En bordure du bassin, dans les rues de notre commune que vous avez parcourues avec moi, comme dans ce square, vous constaterez, Monsieur le Premier ministre, que nous avons, nous aussi, notre havre de paix. Je vois déjà poindre un sourire sur les visages de certains, et notamment sur celui de Monsieur le sous-préfet, qui sait exactement ce que je vais dire à ce moment précis de mon intervention. C'est dire le degré de connexion qui est le nôtre. La formule est évidente,
immuable, chacun la connaît ici. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre, dans la plus belle ville du bassin. Il est des communes où l'on y croise des artistes. Les peintres comme à Barbizon, les acteurs comme à Deauville, les sculpteurs comme à Valoris, les écrivains comme à Saint-Paul-de-Vence. Ici, à Arès, en plus de tout cela, on y croise le sous-préfet, qui vient s'y ressourcer loin des pesanteurs de la charge et des tracasseries administratives et qui traverse ce magnifique bassin face à vous. Ce même sous-préfet, qui me disait récemment à l'oreille, nous y étions, je crois, monsieur le sous-préfet, à l'Assemblée générale de la Légion d'honneur, quelle chance vous avez d'être maire de cette belle ville d'Arès. En citant Paul Verlaine, car vous êtes aussi amateur de poésie, monsieur le sous-préfet, vous auriez pu dire « La plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. Oui, j'aime Audange. Oui, j'aime l'Èche-Cap-Ferré. Oui, j'aime le Tèche. Oui, j'aime mon arrondissement d'Arcachon. Mais j'admire Arès et j'aime sa douceur de vivre. » Comment voulez-vous rester insensible à de telles déclarations? Plus sérieusement, merci, monsieur le sous-préfet. Merci d'être une nouvelle fois à nos côtés. Et je crois pouvoir m'exprimer, et je suis sûr de pouvoir m'exprimer, au nom de mes collègues maires et élus de notre territoire, pour vous dire notre satisfaction d'avoir un interlocuteur de qualité, un représentant de l'État qui sait écouter, entendre et accompagner nos projets, nos décisions, nous rappeler nos droits et nos devoirs. Je sais aussi, monsieur le sous-préfet, que vous êtes sensible en ce lieu, à ce square des grands principes républicains, dans lequel vous avez participé au dévoilement de bon nombre de portraits. Il y a souvent des moments touchants dans ces cérémonies, une mélodie, un texte, une évocation. Merci d'y contribuer également, vous qui êtes si attachés aux valeurs de la République, à la fois par les fonctions qui sont les vôtres, mais aussi par conviction personnelle et profonde. Vous faites partie, monsieur le sous-préfet, de ces grands serviteurs de l'État qui ne négligent en rien et qui considèrent que toute chose est importante, qui ne transigent pas non plus avec les valeurs et le service de l'État. Encore une fois, merci de cet humanisme républicain qui est le vôtre et cette proximité avec les citoyens. La vie d'un élu local n'est pas simple. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les contraintes sont nombreuses. Fort heureusement, les satisfactions parfois aussi. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour ces élus qui sont insultés, harcelés, violentés, menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Les fonctions de maire sont les plus belles fonctions électives qui soient. Vous me permettrez également, monsieur le Premier ministre, une présentation rapide du lieu qui vous accueille aujourd'hui. Ce square des grands principes républicains, que vous aurez l'occasion de visiter au terme de cette cérémonie. Le but en est simple, ne pas oublier le passé, tenir compte du présent pour préparer l'avenir. Et ceci en rappelant le nom des femmes et des hommes qui, par leur combat, leur conviction, leur engagement, leur lutte et leur action, ont contribué à œuvrer, à faire avancer et à défendre cet idéal républicain. Ceux qui ont contribué et œuvré à faire avancer la société, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. À chaque dévoilement de portrait, c'est aussi une page de notre histoire collective que nous redécouvrons. C'est un devoir de mémoire que nous entretenons. C'est aussi, et je veux le souligner, un outil pédagogique au service des enseignants et des élèves. Nous commençons actuellement à travailler sur des projets alliant culture, mémoire et citoyenneté. C'est aussi un lieu de réflexion, un lieu de citoyenneté, pour mieux se réapproprier la République. Elle est bien ce que nous avons de plus fort en commun. Ces valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité, de laïcité. Ces valeurs qui sont essentielles, elles sont les droits et les devoirs de chaque citoyen. Les portraits de ces femmes et de ces hommes, de ces grands républicains qui ont égrené notre histoire, ils nous rappellent à l'essentiel que nous sommes une grande et belle nation, que nous avons une grande et belle histoire, de grandes et de belles valeurs. Et aujourd'hui, avec l'entrée de Simone Veil, c'est de l'humanisme et de l'humanité qui entrent en ce lieu. Monsieur le Premier ministre, encore merci de nous faire l'honneur de votre présence et d'être le parrain de Simone Veil, qui s'installe aujourd'hui dans l'entrée de ce lieu et qui fera méditer, je l'espère, mais je le sais, les citoyens de tous âges et de toutes conditions. Monsieur le Premier ministre, vous êtes ici, chez vous. Il est difficile de quitter Arès. Lorsqu'on y passe un jour, on y revient toujours. Bienvenue à vous, Madame Simone Veil. Entrez ici, dans ce lieu, cœur de l'idéal républicain. Ici, à Arès, nous saurons entretenir votre souvenir. Vive Arès, vive la République, vive la France! Intervention de M. Alain Cazabonne, sénateur de la Gironde. Monsieur le maire d'Arès, cher Xavier, monsieur le Premier ministre, cher Édouard, monsieur le sous-préfet du bassin d'Arès, mesdames, messieurs les élus, les maires du bassin redevenu celui d'Arcachon, mesdames, messieurs les responsables des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus du jeune conseil municipal des jeunes, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Je suis un fidèle de cette manifestation parce que je trouve cette manifestation d'une très grande qualité et un devoir d'être là. J'ai raté la dernière, celle de Zola Dreyfus. Et je voulais venir pourtant parce que je trouve que l'histoire a été injuste avec un des protagonistes, c'est le colonel Picquart. Parce que rien ne se serait fait sans lui, qui a découvert la fausse lettre qui accusait Dreyfus et qui a risqué sa carrière, qui a même fait de la prison, puisqu'il s'est heurté à sa hiérarchie militaire. Donc on sait que les généraux n'ont qu'un seul règlement, c'est le règlement du chef. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, même si le chef a tort, c'est l'article 1 qui s'applique. Donc voilà, il a été confronté à ça et les médias ne le mettent pas souvent. Je sais qu'ici, parce que je sais l'excellence du travail, ça a été évoqué. Madame Yondre me rappelait, vous avez aidé. Aujourd'hui, moi, je tiens à évoquer un peu ce que j'ai connu avec Simone Veil. Je l'ai connue à plusieurs reprises, notamment parce qu'elle a été élue de l'UDF et que j'étais à l'UDF. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer avec elle différents sujets, dont le sujet de la déportation. Elle n'aimait pas trop évoquer ça. Mais c'est quand même bon de rappeler son histoire. Quand elle a été déportée, je rappelle qu'elle avait 16 ans. Et j'avais eu le même témoignage d'Élie Wiesel, que j'avais fait citoyenne d'honneur de la ville de Talence, qui, pareil, avait été déportée à 16 ans. Et les deux expliquaient que lorsque les déportés arrivaient, sortaient du train, ils rentraient en colonne, ils allaient devant un officier allemand avec sa baguette et qui disait à droite ou gauche. À gauche, c'était l'extermination, si vous étiez trop jeune ou trop vieux. À droite, c'était, j'ose dire, l'espoir d'une survie. L'espoir, on peut l'interpréter différemment. Je rappelle que le superbe mot de Tristan Bernard, lorsqu'il a été arrêté après des mois d'occupation avec sa femme, il a dit ce joli mot: jusqu'à présent, nous vivions dans la crainte, désormais, nous allons vivre dans l'espoir. Et alors, est-ce qu'on pouvait parler d'espoir lorsqu'on survivait? Alors, il fallait avoir plus de 18 ans. Il y avait certains prisonniers qui étaient déjà là lorsque les nouveaux arrivants descendaient du train. Ils demandaient aux jeunes: quel âge as-tu? Élie Wiesel, et elle a dit 16 ans. Non, tu as 18 ans. Et le père d'Élie Wiesel, quel âge vous avez? Non, pas 5 ans, vous avez 40 ans. Il fallait essayer de survivre. Et elle a vécu cet enfer. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce que m'ont dit
Je suis allé 3 ou 4 fois au Suisse et j'avais organisé des voyages de lycée, Madame la Proviseure. C'est indispensable. Et les visées, elles disaient fort justement, et ça c'est pour les jeunes, que les nations qui oublient leur histoire prennent le risque de recommettre les mêmes erreurs. Et les jeunes sont vraiment marqués par ces voyages. Alors, il faut l'aide de l'association pour la mémoire de la Shoah, mais il faut absolument y aller. Et on a écouté ce que nous racontaient les survivants. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y en a qui sont vraiment horribles. Un détail, je n'insisterai pas dessus, ils se battaient pour avoir le dernier étage des lits, les 4 niveaux. Pourquoi? Je n'insiste pas, ils étaient tous atteints de dysenterie et vous savez les conséquences, donc il ne fallait pas être dessous. Ils ont raconté l'histoire de certains qui prévenaient justement ceux qui arrivaient en leur disant n'allez pas, ne le laissez pas entraîner dans les camions là parce que vous allez être exterminés. Ceux qui dénonçaient comme ça ce qui allait se passer, il y en a qui ont été brûlés vifs dans les fours, brûlés vifs. Et il y en a un qui a raconté, j'ai vu ça l'autre jour à Breton, on racontait un jeune homosexuel dans un camp. Les Allemands l'ont fait dévorer vivant par leurs chiens. Voilà l'horreur qui était vive. Et elle a réussi à survivre. D'abord parce qu'elle a dit qu'elle avait plus de 16 ans, et après parce qu'une gardienne, je crois, lui a permis avec sa famille de changer de camp, et elle a pu comme ça éviter la marche de la mort et ce qu'il y avait. Donc voilà, une grande dame, il était normal de lui rendre hommage aujourd'hui. Et puis elle a été aussi, tu l'as rappelé, tout le monde l'a rappelé, porteuse de cette modification de la loi. Je l'ai connue grâce à un autre humaniste qui était Jean Le Canuet, président de l'UDF, et qui était ministre de la Justice à ce moment-là. Ils ont porté cette loi, ça n'a pas été toujours facile. J'ai vu Simone Veil en public essayer d'expliquer ça, pas à l'Assemblée mais en public, avec tellement d'ardeur qu'une fois elle s'est trouvée à faune. Une fois. Évidemment, il y a des opposants qui étaient là, qui ont cru intelligent de tourner ça en dérision, mais elle a fait un travail extraordinaire là-dessus. En tant que ministre, et puis ça a été rappelé, donc je n'ai pas insisté, tout ce qui s'est fait derrière quand elle est devenue présidente du Parlement européen. Campagne difficile, femme exemplaire, et c'est pour ça que je pense qu'il était indispensable, et merci à la plus grande ville du bassin d'Arcachon et de son maire d'avoir commémoré cette grande personne. Elle mérite notre respect. Chacun se souvient ici des mots poignants, empreints d'affection que l'un et l'autre prononcèrent le jour de l'hommage national aux Invalides. Jean et Pierre-François Veil, les fils de Simone Veil, disaient alors adieu à leur maman. Ils nous ont adressé un message à l'occasion de cette cérémonie de dévoilement. C'est Madame Nathalie Gaoser, proviseure du lycée Simone Veil d'Andernos, qui nous lira dans quelques instants ce message. Puis la voix de Simone Veil résonnera à nouveau, et ces mots nous conduiront au dévoilement de son portrait par M. Ronan Leostic, sous-préfet d'Arcachon, M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, parrain du portrait de Simone Veil, et M. Xavier Daneille, maire d'Arès. Lecture du message de M. Jean et Pierre-François Veil par Mme Gaoser, proviseure du lycée Simone Veil. Monsieur le maire d'Arès, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers tous, notre famille mesure l'honneur que la ville d'Arès réserve aujourd'hui à notre maire, mais aussi à sa famille, en l'installant dans le square des grands principes républicains. Maman serait fière d'être mêlée dans un espace réservé à plusieurs représentants de héros de notre République. Elle-même était particulièrement attachée à la devise de notre République démocratique, liberté, égalité, fraternité. Cette devise était pour elle essentielle dans la mesure où elle en rappelait le principe, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, dont elle avait, à différents égards juridiques, conforté le principe d'égalité. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, maman n'ignorait rien de l'importance de conséquences résultant du respect de notre devise républicaine. Souligner son nom en un tel lieu, au centre de la ville, constitue à l'évidence la reconnaissance de ses actions, soit en qualité de magistrate que de ministre. La famille Veil tout entière vous remercie de l'honneur fait à notre mère et vous adresse à tous
ses vœux pour que ce portrait constitue une source de bonheur pour chacun des citoyennes et chacun des citoyens de la ville d'Arès. Jean et Pierre-François Veil. Cette horreur quotidienne qui était voulue par les Allemands, qui était voulue parce que c'est à travers tout ça, espèce d'abjection qu'on sentait par rapport à soi-même, qui faisait que les gens avaient beaucoup de peine à rester des êtres humains. Quand je pense à Auschwitz, à Birkenau, quand je pense à tout ça, il y a une chose qui est vraiment effroyable. C'est la mort des enfants. C'est insupportable. Insupportable. De penser à ces enfants. Penser aux enfants qui ont été séparés de leur mère, qui sont arrivés comme ça, tout petits, ou dans les bras d'une éducatrice pour aller à la chambre à gaz. C'est insupportable. Insupportable. Mesdames, Messieurs, Madame Simone Veil. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre, disait Simone Veil. Parce qu'ils ont cette vocation d'enseigner et de transmettre, les élèves et les enseignants du lycée Simone Veil d'Andernos ont souhaité lui rendre hommage. Après la lecture d'un texte, ils déposeront au pied du portrait de Simone Veil une rose blanche, ce symbole de paix qui fut l'un des combats de Simone Veil. Lecture de l'hommage à Simone Veil du lycée Simone Veil d'Andernos par mademoiselle Béline Bourdeau.
Veuillez accepter, Madame, ces quelques mots comme un hommage. Un hommage à la femme exceptionnelle que vous étiez. Tour à tour survivante de la Shoah, magistrate, ministre, députée européenne et académicienne, et toujours animée par les grandes valeurs de notre République. Des valeurs mises à l'honneur ici, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Vous avez incarné ces valeurs et avez été une source d'inspiration pour toutes les générations passées, présentes et futures. En tant que magistrate, vous avez apporté la justice. Vous avez cherché à améliorer les conditions de détention de membres du FLN, souvent des femmes, soumises à la torture et au viol. Dans une époque troublée, vous ne vous êtes jamais détourné de l'humanisme qui vous caractérise. En tant que ministre, vous avez apporté la liberté. Vous m'avez apporté la possibilité de décider de mon destin. Si aujourd'hui, je peux choisir quand je serai mère, ou choisir de ne jamais l'être, c'est grâce à une loi qui porte votre nom. Ce jour-là, il y a 50 ans, devant cette assemblée, presque exclusivement masculine, en défendant le droit à l'avortement, vous défendiez mes droits. Ceux de ma mère, ceux des 343, de celles qu'on appelait salopes, celles qui ont dit moi aussi, les droits de toutes les femmes, quelles qu'elles soient. En tant que députée européenne, vous avez apporté la fraternité. Vous avez été une actrice majeure de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Si, aujourd'hui, je n'ai jamais connu la guerre, si celle-ci a pu me paraître lointaine avant le conflit ukrainien, si je vis dans une Europe pacifiée, c'est à vous que je le dois. À vos engagements et à vos choix, à votre féroce volonté. Une volonté de se reconstruire ensemble, dans l'amitié plutôt que dans la haine, pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement. Une volonté de transmission, aussi, qui s'est exprimée dans votre combat pour la mémoire de la Shoah. Vous avez témoigné des horreurs du génocide, de Birkenau, pour que personne ne puisse dire « ça n'a pas existé, ce n'était pas réel ». Votre destin personnel se mêle à l'histoire de l'humanité dans ce qu'elle eut de plus sombre. Votre détermination a brisé le silence et a permis les premiers pas sur le chemin de la mémoire. Vous avez été une personnalité majeure de la seconde moitié du XXe siècle. Et vous êtes incontestablement une grande figure de notre histoire. Une de celles que tout le monde retiendra. En vous accueillant, avec grandeur et humilité, le Panthéon immortalisait l'ensemble de votre œuvre. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez incarné, tout ce que vous avez accompli. C'est donc pour ces mêmes valeurs que vous trouvez, ici, Madame Veil, dans ce square des grands principes républicains, votre place. Alors, au moment d'achever ce propos, je souhaiterais vous demander, Madame, de l'accepter comme un hommage.
l'intervention de M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, parrain du portrait de Simone Veil. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, Simone Veil est née en 1927, nous l'avons entendu, dans une famille qui vivait à Nice, près de la Méditerranée. Ses parents souhaitaient que Simone soit éduquée dans l'amour de la littérature, et chaque soir, il lui lisait des grands romans. Et Simone Veil raconte qu'il ne voulait pas qu'elle lise des petits romans. C'était donc des œuvres classiques avec lesquelles elle était mise en contact alors qu'elle était encore tout enfant. Et de toute évidence, vivant près de la Méditerranée et pris de culture classique, elle a dû recevoir la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée. Il se trouve que l'Iliade, ce long poème sur la guerre qui oppose les Grecs et les Troyens, que l'Iliade part non pas seulement d'une histoire d'amour qui tournerait mal, ou d'une histoire d'ambition entre cités portuaires et qui rivaliseraient dans leur conquête de puissance. Un des personnages centraux de l'Iliade, c'est Arès. Arès, le dieu de la guerre. Non pas du tout d'ailleurs le dieu d'une guerre comme nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire d'armées qui affronteraient d'autres armées. Non, non. Arès, plus que ce dieu de guerre-là, c'est celui qui insuffle dans le cœur des hommes une fureur destructive. C'est celui dont la compagne est la discorde et dont la fille bien-aimée est la terreur. C'est celui dont Homère dit dans l'Iliade qu'il est le destructeur de citadelles. Destructeur de citadelles. Alors je sais bien, mesdames et messieurs, et monsieur le maire, qu'Arès n'a rien à voir avec Arès. Que cette commune paisible, dont certains disent qu'elle serait la plus belle du bassin, n'a rien à voir avec ce Dieu qui personnifie ce qu'il y a de plus noir dans le cœur et dans les tripes de l'homme. Et je dois dire qu'il y a une forme d'ironie, ou plus exactement de saveur particulière, à célébrer à Arès la personnalité, l'œuvre et la trace que laissera dans notre histoire Simone Veil. Tout a été dit, et remarquablement dit, sur qui elle fut. Et je ne crois pas nécessaire d'y revenir, sinon pour dire ceci, que la première grande expérience, au-delà de l'amour filial, au-delà de la découverte des grands romans, au-delà des premières amitiés et peut-être, qui sait, des premières émotions, la première grande expérience, fondatrice, destructrice, que Simone Veil vivra, c'est évidemment l'arrestation de sa famille et sa déportation, ainsi que celle de sa famille. Alors qu'elle est très jeune, elle découvre un monde, plus exactement un enfer, dans lequel le droit organise l'inégalité des hommes, ou plus exactement, et pour être plus proche de la vérité qu'elle décrit elle-même, un monde dans lequel le droit organise la déshumanisation des hommes. Sa première expérience, c'est celle-là, celle d'un système concentrationnaire, carcéral, dans lequel l'homme n'est plus un homme, dans lequel l'homme n'a plus de droit, et dans lequel le droit organise
le fait que l'homme ne soit plus un homme. Comment peut-on vivre après Auschwitz? Cette question classique a été posée à ceux qui ont survécu, peu nombreux. Beaucoup ont eu du mal. Le grand écrivain italien Primo Levi, après avoir écrit ce qu'il avait vécu, après avoir essayé pendant de longues années de transmettre ce qu'il avait ressenti, se donna la mort car il ne pouvait plus. Vous vous souvenez peut-être, et je m'en souviens parfaitement, de cette phrase extrêmement belle et extrêmement touchante d'Elisabeth Borne, Première ministre, qui à la tribune de l'Assemblée, à la même tribune à laquelle Simone Veil avait parlé, expliqua que son père, qui avait été déporté et qui s'était donné la mort quelques années après être revenu, n'était, et je la cite, au fond jamais véritablement revenu. Comment survivre après cette abjection totale? Je ne sais pas. Et au fond, je crains bien que quiconque n'ait pas été confronté à cette question ne puisse véritablement savoir. Mais je sais comment, ou je crois savoir comment Simone Veil a survécu. Elle a survécu par l'amour et par le droit. Par l'amour d'abord de ses proches, de la famille qu'elle a souhaité reconstruire, de son mari. Le couple Veil était quelque chose. C'était véritablement un couple. Un ensemble incroyable dans lequel il y avait amour, compréhension, écoute. Il était tout à fait fascinant. Amour de son mari, amour de ses enfants, de ses fils. Volonté qu'une émotion positive vienne combler la destruction totale et le vide absolu qui avait été créé par la Shoah. De cela, nous parlerons peu, car c'était au fond sa vie privée, même si elle est connue, et je n'ai aucun titre à l'évoquer aujourd'hui. Je voudrais dire un mot sur l'autre partie qui a probablement permis à Simone Veil de se reconstruire, qui est le droit. Car Simone Veil était juriste. Et c'était une intéressante juriste. Remarquable, bien entendu, mais intéressante. C'est ce sur quoi je voudrais insister. Au fond, dans toute sa vie, elle aura vénéré le droit tout en sachant qu'il était peu de choses. Elle aura, à différentes étapes de sa vie, combattu pour que la dignité soit compatible et imprègne le droit, pour que l'égalité au-delà du droit puisse devenir une réalité, et pour que la paix puisse se construire par le droit. Jeune magistrate, elle s'est occupée des prisons. Elle était horrifiée par l'état des prisons françaises des années 50. Horrifiée. Et ses fils racontent qu'alors qu'elle était magistrate et qu'ils partaient en vacances l'été, elle tenait à faire des détours sur la route pour s'arrêter dans chaque prison qui se trouvait sur le chemin, afin de pouvoir aller voir si, à l'intérieur, ce qui avait été décidé était bien mis en œuvre. Elle s'est battue pour les droits des détenus, elle s'est battue pour que des bibliothèques soient installées dans les prisons, elle s'est battue parce qu'elle considérait, avec Victor Hugo, que même les détenus, même les condamnés, et peut-être surtout les détenus, et surtout les condamnés, avaient le droit de devenir meilleurs. Le droit de devenir meilleur. La dignité, y compris de celui qui a fauté, la dignité, y compris de celui qui n'a plus rien. Ça a été une constante de sa vie. Et je dois dire, mesdames et messieurs, qu'on le comprend assez bien. La deuxième marque très étonnante de son amour du droit, ça a été la volonté de promouvoir un droit qui ne se paierait pas de mots, un droit qui ne ferait pas le malin, un droit qui ne serait pas simplement de grandes déclamations, de grandes déclarations, mais qui permettrait à chaque individu, homme ou femme, et peut-être homme et femme, de saisir la chance et l'opportunité qui lui était ouverte de faire valoir le droit qui lui était reconnu. Une des
un des arguments extraordinaires qu'elle utilise pendant le débat de 1974 sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse est celui-ci. Elle dit « Vous ne pouvez pas conserver le droit tel qu'il est aujourd'hui, car ce droit n'est pas appliqué. » Ce qui veut dire que les déclarations qui sont inscrites dans le code pénal n'ont aucune valeur. Vous êtes en train de faire du droit quelque chose qui n'a aucune valeur. Vous êtes en train de ruiner l'autorité de l'État en vous contentant de proclamer quelque chose qui est fondamentalement injuste et qui surtout ne sera jamais appliqué. C'est le respect du droit aussi et la volonté de donner une véritable égalité et une véritable liberté aux femmes qui justifient son combat pour l'IVG. Et puis cette troisième composante, c'est la paix. La paix par le droit, pas la paix du plus fort, pas la paix des dépouilles, pas la paix de l'humiliation de l'ennemi vaincu. Non, non, la paix par le droit, à travers son action au Parlement européen, à travers l'idée que, comme cela a été dit justement, les Allemands d'aujourd'hui et surtout ceux de demain n'étaient pas responsables des Allemands d'hier. La volonté que l'ordre des choses, les relations entre États, les connaissances entre les individus, puissent créer en Europe un système politique stable qui interdirait qu'à l'avenir, nous puissions nous faire la guerre les uns aux autres. Elle a beaucoup œuvré. Ça a été probablement l'un des autres grands combats de sa vie. Et même si ce combat-là n'est lui non plus jamais totalement gagné, même si nous serions fous de considérer qu'il est à jamais acquis, il faut bien reconnaître que depuis 1945, une période de paix sans comparaison dans notre histoire continentale s'est ouverte et que grâce au droit, grâce à la construction européenne, grâce à cette grande œuvre de Simone Veil notamment, nous vivons en paix. Alors vous avez choisi, monsieur le maire, d'incarner le visage de l'égalité par celui de Simone Veil. Et je dois dire que vous avez choisi pour ce faire une photo que j'invite tous ceux qui sont présents aujourd'hui à bien regarder. Le visage de Simone Veil, qui s'offre à nous, est un visage de calme, de tenue, et je ne peux pas m'empêcher qu'il est aussi un visage, au-delà de la douceur affichée, d'une très grande férocité. D'une très grande férocité. Regardez les yeux de Simone Veil et essayez de lui dire qu'elle a tort. Essayez de l'arrêter. Essayez de lui dire qu'elle se trompe, que son combat n'est pas le bon. Regardez bien ses yeux et dites-vous que le combat va être compliqué. Et c'est un beau visage pour incarner l'égalité, et c'est une belle journée pour se souvenir de ceux qui ont compté. Et c'est un beau square. La seule chose, monsieur le maire, qui m'étonne, c'est qu'il est curieusement dénommé Square des grands principes républicains, comme si, par un a contrario que les juristes aiment à relever, il pouvait y en avoir de petits. Hein, je crois, monsieur le maire, qu'il n'y a pas de petits principes républicains. Je crois qu'il n'y a que des principes républicains. Je crois que nous y sommes attachés. Je crois qu'il faut les défendre. C'est ce que nous dit Simone Veil. Déclamer un droit et célébrer un principe n'a aucune importance si on ne se bat pas tous les jours pour l'incarner et pour le défendre. C'est une immense leçon et je suis très heureux de la partager avec vous. Intervention de monsieur Ronan Léostic, sous-préfet d'Arcachon. Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire d'Arès, et avec vous, permettez-moi de saluer bien chaleureusement l'ensemble de votre équipe municipale, ainsi que vos équipes techniques, administratives, logistiques, et l'ensemble des citoyennes et citoyens de la commune d'Arès, et des environs, bien entendu. Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité intérieure, que je salue également bien chaleureusement, l'ensemble des présidentes, présidents et membres de l'ordre et des dignitaires nationaux ici présents, nos chers porte-drapeaux que je salue également, Madame la proviseure et avec vous l'ensemble de vos élèves et des jeunes ici présents. Permettez-moi de saluer également le conseil municipal des jeunes que je n'ai pas fait et l'ensemble des associations ici présentes du réseau associatif, la réserve communale, mais également la SNSM, et vous tous ici réunis en vos grades et qualités. Il y a bientôt 6 ans, la France perdait une figure historique du combat pour les droits des femmes, une grande européenne, une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Il y a bientôt 6 ans, Simone Veil nous quittait. Alors que nous sommes aujourd'hui rassemblés pour honorer la mémoire de Simone Veil, tout en dévoilant son magnifique portrait, je suis saisi par une multitude d'émotions. La tristesse, bien entendu, de sa perte, mais également ce très grand respect, cette immense gratitude et une profonde fierté d'avoir compté parmi nous cette femme extraordinaire, ayant marqué durablement notre conscience collective et l'histoire de notre République. La force et la résilience exceptionnelle dont fit preuve Simone Veil tout au long de sa vie plongent leurs racines dans l'horreur de la Shoah. Il y a presque 80 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle de notre histoire, femmes, hommes, enfants étaient arrêtés, parqués dans des trains, jusque dans les camps de l'horreur, condamnés à y mourir gazés pour beaucoup, de maladies et d'épuisement pour d'autres, simplement parce qu'ils étaient juifs, tziganes, homosexuels ou résistants. Derrière ces numéros tatoués à vie, sur la peau des déportés, il y avait des êtres humains qui étaient enfants, parents, frères et sœurs, ainsi que leurs proches, qui ont vu partir sans savoir où ils partaient, s'ils se reverraient. Comme des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, et parce qu'elle était née juive, Simone Veil eut à supporter l'insupportable. La barbarie nazie lui laissa une plaie béante. Elle perdit père, mère et frère dans l'Holocauste. Seules Simone et ses sœurs Denise et Madeleine revinrent des camps de la mort. La jeune Simone fit preuve d'une force morale inouïe pour se reconstruire, privée de ses parents, à une époque où, comme elle le releva elle-même, l'évocation de la Shoah se heurtait parfois au mur de la culpabilité et d'une certaine indifférence. Cette terrible épreuve a sans nul doute forgé son caractère et sa détermination à lutter contre l'injustice et les discriminations, comme vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, en nous faisant partager les yeux de Simone Veil à l'instant. Marquée à vie par ce traumatisme, Simone Veil était un symbole de la force des rescapés du nazisme, ainsi qu'un témoin précieux et avisé. Comme cela a pu être dit lors de la commémoration de la rafle du Veldiv en 2005, le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient. Effectivement, il est important de rappeler que le régime nazi a été porté au pouvoir non pas par la force, mais par la démocratie. Ce régime et les horreurs qui en ont découlé, comme d'autres avant ou après lui, ont été le fruit d'un glissement progressif des consciences. Et la dangerosité de ce glissement est qu'on ne le perçoit souvent que trop tard. Voilà pourquoi nous devons rester humbles et vigilants et continuer à transmettre à nos jeunes générations la mémoire de ces événements, pour qu'eux aussi soient armés contre la haine, eux qui seront plus tard les garants de la paix. En France, le racisme et l'antisémitisme existent toujours,
Et si nous ne nous en méfions pas, il peut se répandre à nouveau, comme la peste parmi les hommes. Et aux portes de l'Europe, en Ukraine, dans le monde, en Afghanistan et dans d'autres lieux. L'engagement précoce de Simone Veil pour le rapprochement franco-allemand dès la fin des années 40 force le respect et trouve son fondement sans aucun doute dans ce devoir impérieux de mémoire et d'action pour le bien public. Son engagement européen, qui culmina lorsqu'elle devint la première femme présidente du Parlement européen, nous montre combien elle sut saisir l'importance de la construction européenne pour la réconciliation, la paix et la coopération sur notre continent. Comment ne pas évoquer l'autre combat de Simone Veil, celui en faveur du droit des femmes? D'abord par l'excellence de son propre parcours professionnel de magistrat, qui n'allait pas de soi à une époque où seulement 40% des Françaises travaillaient. Elle fut la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, première femme nommée au conseil d'administration de l'ORTF, deuxième femme ministre de plein exercice. Mais c'est surtout en tant que ministre de la Santé que Simone Veil marqua durablement la lutte pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. En 1974, plaidant avec force et conviction devant l'Assemblée nationale, Simone Veil permit la promulgation de la loi portant son nom, ouvrant ainsi la voie à la légalisation de l'avortement en France. Avec courage, malgré une opposition déterminée au sein même de sa famille politique, elle sut convaincre avec un discours factuel et résolu, je cite, et tout le monde connaît cette phrase historique, « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. » Simone Veil mena bien d'autres combats. Elle œuvra pour le respect des droits fondamentaux des prisonniers. Elle fut également une femme de lettres respectée, élue académicienne en 2008, au 13e fauteuil, celui de Pierre Messmer, Jean Racine et Paul Claudel. Femme de conviction, éprise de liberté dans tous ses combats si divers, Simone Veil était bien plus qu'une simple femme politique. Source d'inspiration pour un peuple entier, elle est un modèle de courage, de ténacité et de compassion. Ayant consacré sa vie à la défense des droits de l'homme, des femmes et à la construction européenne, elle incarne mieux que beaucoup la force de la résilience et du pardon. Simone Veil est un symbole d'humanité, tout simplement. En nous conviant aujourd'hui à cette cérémonie, monsieur le maire, vous nous invitez à perpétuer l'héritage de Simone Veil. Permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée, indépendamment d'Arès, de l'ensemble des 16 autres communes de ce magnifique et bel arrondissement d'Arcachon que j'ai plaisir à servir. Je salue l'ensemble des élus ici présents, communaux, départementaux, régionaux et nationaux. Oui, c'est vrai, je le dis souvent, j'ai une grande fierté de servir l'État, ici, en arrondissement, celui de ces 17 communes d'Arcachon, pour une raison bien simple, comme celle que nous vivons aujourd'hui, ici, à Arès. Nous avons la chance, sur cet arrondissement, et partout ailleurs en France, d'avoir des élus convaincus qui, au quotidien, travaillent pour l'intérêt général, le respect des droits fondamentaux de la République et la démocratie, celle qui fait qu'aujourd'hui, en liberté, nous pouvons passer ce moment extraordinaire ensemble. Monsieur le Premier ministre, merci énormément de l'honneur que vous nous faites d'être à nos côtés, aux côtés des élus d'Arès, à nos côtés ici, tous réunis, qui témoignent de l'importance que nous accordons tous à cette cérémonie. Soyez-en remerciés. La vie de Simone Veil, enfin, nous encourage à ne jamais renoncer à nos convictions, à lutter pour ce qui est juste, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Aujourd'hui, nous faisons de notre mieux pour préserver notre monde, mais demain, ce sont nos enfants qui en auront la charge. Nous tous ici, citoyens de France, qui habitons le pays des droits de l'homme et de la liberté, nous ne pouvons pas cesser de résister, toujours résister. La liberté est de ces choses dont on mesure l'importance que lorsqu'on nous en prive, et c'est la raison pour laquelle nous devons la défendre
en permanence, avant même de soupçonner qu'on cherche à nous l'arracher. Simone Veil restera à jamais gravée dans nos mémoires et dans l'histoire de la nation. Puisse son humanisme continuer à inspirer les générations futures, afin que ces combats pour la justice et l'égalité trouvent écho dans la société de demain. Mais soyez rassurés, soyons tous rassurés, car comme Simone Veil l'affirma elle-même, je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Vive Arès! Vive les 17 et magnifiques communes de l'arrondissement d'Arcachon, vive la République et vive la France! En hommage à Simone Veil, à son parcours, à ce qu'elle fut, à ce qu'elle représenta pour les Français, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. C'est le chant des marais qui rend traditionnellement hommage aux déportés, qui va maintenant accompagner le salut au porte-drapeau. Salut au porte-drapeau par M. Ronan Leostic, sous-préfet d'Arcachon, M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, M. Xavier Daneille, maire d'Arès, mesdames et messieurs les élus du territoire, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques et les autorités civiles et militaires.
Monsieur le Premier ministre, afin de conclure cette cérémonie, il est une tradition que nous avons instaurée depuis l'instauration de ce square des grands, ou des principes, de tous les principes républicains, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, c'est d'offrir ce qui se doit, et parce que vous nous avez fait l'honneur, l'immense honneur, Monsieur le Premier ministre, d'être parmi nous aujourd'hui, de vous offrir quelques présents. Tout d'abord, excusez-moi, je me tourne. Tout d'abord, donc, le livre de la ville d'Arès, donc 170 ans d'histoire, de belle histoire, de la plus belle ville du bassin. Donc, Monsieur le Premier ministre, notre histoire, après l'histoire de la République. La médaille, si vous le permettez, la médaille de la ville d'Arès. Et puisque c'est le square de la République, j'ai coutume également d'offrir à mes invités la Mariamne, symbole de notre République. Merci encore une nouvelle fois, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.